Blam, blam, blam. Bande-annonce, film Fear and Desire. Stanley Kubrick. Donc super, on va regarder ça, on va continuer à en discuter ensemble. Hop, si je fais bam, bing, bang, bang, boom. Je pense que le son, ça va. There is war in this forest. Not a war that has been fought, or one that will be, but any war. And the enemies who struggle here do not exist unless we call them into being. Only the unchanging shapes of fear and doubt and death are from our world. It's starting to get dark. We may be in the woods, McClellan, but let's try to remain civilized. Don't do that. Don't move away. It's not my fault. Je m'épose, je suis désolé de vous couper la vibe, mais c'est un peu drôle comme phase. Parce qu'effectivement, voilà, c'est un témoignage passionnant. I think we've all traveled too far from our own private boundaries to be certain about these other things anymore. We'll come back to ourselves. Voilà, donc vous venez de voir des images donc, de la bande-annonce de Fear and Desire que je vois, c'est chez Elephant Film, donc c'est eux qui éditent le Blu-ray, que je me permets aussi de vous recommander. Du coup, je vais mettre comme je fais d'habitude la bande-annonce en boucle, un peu hop, sans le son, en bas là. Voilà, donc c'est que je me permets de vous recommander, même si vous le disiez, le film est dispo sur Wikipédia, c'est ça? Ça arrive avec des films, parce que je pense que les droits c'est compliqué, mais franchement, je vous recommande le Blu-ray néanmoins, parce que, alors c'est déjà, parce que c'est cool. En fait, moi je défends beaucoup même si je sais que c'est plus à la mode, parce que la mode est à la VOD et que le format physique a tendance un petit peu à quand même à être moins intéressant. Ce que je comprends aussi à un certain degré, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr que c'est pratique de pouvoir avoir les films comme ça juste d'un clic et tout, mais quand même en fait les formats physiques, et c'est pour ça que je vous présente régulièrement vraiment des films en physique. Je trouve que les éditeurs ils font quand même beaucoup de taf, et notamment moi je trouve ça c'est de la très bonne qualité. Si vous avez un écran un peu grand, moi c'est mon cas, j'ai un Projo, du coup je trouve que la qualité déjà s'en ressent quand vous regardez ça sur un grand écran. Ça a quand même une autre gueule. Un Blu-ray, c'est tout à fait valable de le projeter, même si c'est pas 4K machin. Un Blu-ray simplement 1080p, vous avez déjà une qualité qui est suffisante pour des écrans très très grands. Donc pour ceux qui juste sont des amateurs de belles images, c'est cool. Et puis aussi parce que je trouve que les éditeurs, et notamment les éditeurs indépendants tels que Carlotta, Rimini, même tous ces éditeurs là en fait font quand même un sacré taf, notamment ils vont toujours chercher des gens pour avoir des interviews qui sont souvent intéressantes. Ils font parfois des packaging un peu cool avec des petits livrets, des trucs machin. Là-dessus, par exemple, il y a une interview donc je suis désolé si je bousille son nom parce qu'en plus je la trouve très intéressante, je l'ai vue. C'est Nachiketas Wignesan, Wignesan, je ne sais pas. Je suis absolument désolé si je prononce mal ce blaze, mais en tout cas, c'était hyper intéressant ce qu'il a dit sur ce film. Donc n'hésitez pas quand même à vous choper ça si vous voulez des infos intéressantes et une qualité impeccable pour ce premier film de Stanley Kubrick, qui demeure, malgré sa piètre réputation, quand même un film qui a de la gueule, donc qui mérite quand même, je pense, une belle image. Donc n'hésitez pas à vous procurer le Blu-ray. C'est cool de soutenir aussi ces trucs-là si vous avez les moyens. Voilà, c'est quand même vraiment chouette de pouvoir voir les films dans ces conditions-là, et toujours avec des trucs intéressants. Là, pareil, sur Terreur sur la ligne, il y a Marc Toulek qui parle du film, et c'est très intéressant. Genre, vous avez souvent ça dans les Blu-ray, c'est vraiment cool. Donc voilà, big up à eux. N'hésitez pas à checker un petit peu ce qu'ils font. Je me demande s'ils ont d'autres trucs. Je sais pas si ça, parce que j'ai l'Ultime Razia et le Baiser du Tueur. Je sais pas si c'est sorti chez eux. Mais bon, bref, c'est pas très important. En tout cas, Fear and Desire, du coup, comme je vous ai dit, c'est le premier film long métrage de Stanley Kubrick qu'il a essayé de faire disparaître, et qui donc a une réputation de film de merde. Et
pour le coup, donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu la thématique de ce stream de je m'attendais à mieux ou je m'attendais à pire. Là, en l'occurrence, vraiment, je m'attendais à une bouse totale, puisque je crois que j'ai quasiment jamais entendu quelqu'un me dire du bien de Fear and Desire. Même les gens qui vont défendre bec et ongle le baiser du tueur, par exemple, qui est considéré comme un film un peu faible, à partir de l'Ultima Razia, si vous voulez, il y a à peu près une sorte de consensus quand même sur le fait que c'est plutôt des bons films. Après, on aime ou pas hein, le style, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aimer ou quoi, mais c'est-à-dire que globalement, il est quand même, on a tendance à considérer qu'à partir de l'Ultima Razia, et évidemment à partir des Sentiers de la Gloire, mais même déjà à partir de l'Ultima Razia, on considère que le style de Kubrick commence vraiment à se trouver, et que du coup, c'est plutôt vraiment peut-être pas tous des chefs-d'œuvre, mais en tout cas, ça commence à être vraiment des très bons films, quoi. Mais même les gens qui vont vous dire non, mais et j'en fais un peu partie parfois, je trouve moi que le baiser du tueur c'est déjà vraiment super. Même les gens qui vont penser que le baiser du tueur c'est super vont quand même vous dire que Fear and Desire c'est nul. Et alors voilà, je pense que tous ces gens-là ils sont allés peut-être en se disant on va voir un film de Stanley Kubrick. Et effectivement, si vous partez en vous disant on va voir un film de Stanley Kubrick, évidemment c'est de loin son pire film. Ça, il y a vraiment pas de, j'imagine qu'il n'y a pas de discussion possible en fait sur ce fait quoi. C'est vraiment de loin même son pire film. Si vous partez en mode on va voir un super film de guerre et que vous avez en tête je sais pas Apocalypse Now ou Full Metal... Non, si vous avez en tête pire, si vous avez les autres films de guerre de Kubrick que sont donc Les Sentiers de la Gloire et Full Metal Jacket, alors dans le chat la dernière fois des gens mettaient aussi Dr. Folamour. Pour moi c'est pas vraiment un film de guerre Dr. Folamour, mais si vous mettez Full Metal Jacket, Les Sentiers de la Gloire et vous comparez à ça, c'est un autre monde, c'est un autre univers, c'est vraiment incomparable. Voilà, mais faut pas s'attendre à ça en même temps. Mais j'allais dire, faut être un peu ouf pour s'attendre à ça. Moi, je pense que il faut bien comprendre, il faut prendre en considération surtout que se dire que c'est quasiment un film d'étudiant en fait, presque. C'est un film, c'est pas le Evil Dead de Stanley Kubrick, c'est son Within the Woods quoi. C'est vrai, c'est même pas ça. C'est même les courts-métrages d'avant de Sam Raimi quoi. C'est vraiment les trucs, c'est fauché de ouf. Avec 10 000 €, tu fais un film de guerre, 10 000 $, faut que j'arrête de dire 10 000 €, je suis un blédard. Mais avec 10 000 balles, tu fais un film de guerre qui a en plus la prétention d'être un peu important, etc. Je veux dire, le projet, il est mal barré dès le départ quoi. Et faut aussi essayer de se détacher de ce qu'on a pu entendre de Stanley Kubrick lui-même, qui, de façon assez célèbre, défonce ce film en disant que ça vaut même pas le coup d'être vu. Il demandait même aux gens proches de lui de ne pas le regarder. Genre, si vous m'aimez, ne regardez pas ce film. C'est vraiment la honte. C'est complètement raté et tout. Quand tu vois le film, tu comprends pourquoi en fait lui il le déteste déjà, mais c'est pas pour autant qu'il y a rien à sauver dans ce film-là. C'est pas pour autant qu'il y a rien de Stanley Kubrick à l'intérieur non plus. Oui, d'accord, c'est son pire film. Et il le défonce. Mais il faut essayer de se détacher de l'opinion qu'il a lui-même du film. Il faut essayer de se détacher de son nom, du fait que c'est un film de Stanley Kubrick. Il faut essayer de se souvenir que c'est vraiment presque une école, quoi. C'est vraiment presque j'essaye des trucs, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Dans l'interview qui vient avec ce Blu-ray nous apprend par exemple qu'il a passé 9 mois à monter ce film de façon périodique et pas continue, quoi. Mais en tout cas, pendant 9 mois, il a monté ce film-là. Ce que nous explique du coup Nachiketas, encore une fois, je suis désolé si je nique ton nom qui mérite bien mieux que ça puisque tu es quelqu'un de très intéressant à entendre parler de films. Mais du coup, il nous apprend qu'en fait, surtout le montage qui a duré si longtemps, ça lui permettait de converser avec les monteurs autour de lui pour apprendre des choses sur le montage, aussi pour leur demander des conseils par rapport à voilà, qu'est-ce qui pouvait marcher, etc. quoi. Et c'est un film qui quand même... Je vais très vite revenir sur pourquoi c'est un film raté, mais qui quand même contient beaucoup de tentatives. C'est-à-dire qu'en fait, il a les défauts il a les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que étant donné que c'est un film qui effectivement est plutôt un film qui se la raconte, et ça se voit direct, mais ça se voit au bout de quelques plans en fait, tu fais ah ouais ça pète quand même un peu quand même. Pour un petit film à 10 000 balles, tu fais ouais ça, tu redescends un peu quand même parce que là c'est ton premier film. Bon, mais en fait du coup, ce faisant, du fait de cette espèce de prétention qui quand même noie un peu le film, de son arrogance parfois, qui pète plus haut que son cul en fait simplement, ça permet aussi des moments un peu d'expérimentation visuelle, quoi, où Kubrick essaye des trucs en termes de montage, en termes de cadre, etc., qu'on n'a pas tendance à voir dans les films de cette époque-là non plus. Et c'est d'autant plus intéressant et surprenant que le film a été aussi vendu à sa sortie comme un film comme un film d'exploitation. C'était un petit peu...
il le rappelle dans l'interview d'ailleurs, mais la catchphrase, enfin la tagline du film qui n'est pas sur le truc, merde, c'est dommage parce que je l'ai pas appris par cœur. Donc c'était quelque chose de l'ordre de des soldats rencontrent une femme mi-animal, parce qu'en fait elle parle pas la même langue qu'eux, parce que du coup en fait c'est son ennemi, donc on ne sait pas de quel pays ils viennent. Ils ont un accent terrible, les personnages, les méchants, mais on ne sait pas, c'est un accent inventé, c'est un truc, c'est pas vraiment une vraie nation, quoi. Et du coup, ils en ont fait un truc vraiment d'exploitation en mode, en plus, c'était diffusé devant, je crois, un Buñuel, mais qui était, c'était en mode, presque, c'était vendu presque comme un film érotique, alors que pas du tout, quoi, vraiment pas du tout dans le film, mais il y avait ce côté un peu cinéma d'exploitation, et du coup, tu t'attends pas du tout, à mon avis, à voir ça quand on te vend le truc comme un truc d'exploitation. C'est vraiment un film complètement arty, quoi, en fait, qui essaie de réfléchir sur l'horreur de la guerre, machin, etc., quoi. Donc, en gros, pourquoi est-ce que, je pense, Kubrick le déteste et pourquoi c'est considéré comme une merde? En premier lieu, il y a évidemment le fait que ça se la raconte. Ça se la raconte, il y a une voix off au début qui va vous parler de la guerre, des horreurs de la guerre, machin, tout ça. Et ça se la raconterait pas dans la ligne rouge, mais ça se la raconte quand même. Il y a globalement un niveau technique qui est quand même vraiment pas ouf. Parce que, alors, c'est hyper... Vous pouvez voir les images quand même, je sais pas ce que vous en pensez de ce que vous voyez, mais en vrai, c'est super bien cadré et correctement éclairé quand même. Je veux dire, bon, le noir et blanc aide, évidemment, je pense que ça efface pas mal de défauts, mais quand même, ça va. Je veux dire, ça a du sens, quoi. Parce que les images qu'on voit là, je trouve qu'elles ont du sens. Ça veut dire quelque chose, c'est signifiant. Il essaie de donner voilà, de la force à sa façon de cadrer. Un peu trop, c'est du coup aussi ce qui participe au côté prétentieux. Mais je veux dire, il y a une facture formelle dans les cadres qui est tout à fait correcte. Ces gros plans sont corrects, etc. On sent que le mec est photographe quand même. Est-ce que tu as écouté l'épisode de Capture Mag dessus? Oui, absolument. Et d'ailleurs, je vous renvoie à cet épisode-là. Ils sont en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est même. Non seulement je l'ai écouté, mais c'est le truc qui m'a donné envie de le voir parce que c'était le seul Kubrick que j'avais pas vu. Et du coup, j'ai commandé le Blu-ray et je l'ai maté. Donc, il y a Capture Mag, que je salue aussi, qui sont en train qui démarre une rétrospective Kubrick en fait, et qui donc commence, là ils ont fait un premier épisode, ils sont arrêtés je crois si je ne m'abuse à Spartacus, où ils parlent du début de sa carrière. Et du coup ils évoquent évidemment Fear and Desire, et ils sont plutôt tous d'accord pour dire que c'est naze. Mais en vrai, bon, donc je continue sur le pourquoi est-ce que c'est considéré comme un film de merde, parce que déjà ça se la pète, ça se voit que ça se la pète. Il y a une facture technique qui, comme je le disais, à part en fait la qualité des cadres et de la lumière éventuellement, même si c'est tourné plutôt en décor naturel, hein, tout se passe dans cette forêt et ça a coûté que dalle, hein. Mais vous voyez que même il fait quelque chose de ces décors là, vous voyez cette brume et tout, c'est quand même assez intéressant. Il y a quand même techniquement des trucs pétés. Il y a notamment, c'est noté dans l'interview dans le Blu-ray, cette notion de, tu sens que parfois le chef-op il était pas au top parce qu'il y a pas mal de vignettage. Vous voyez, si vous regardez déjà même dans ces images là, vous pouvez voir que sur le coin des images, il y a du vignettage régulièrement dans les coins qui sont un peu sombres. Donc ça c'est le type d'erreur que pour un perfectionniste comme Kubrick je pense que ça peut énerver. Et puis par ailleurs c'est vrai que ça du coup ça fait pas pro. Il y a le côté aussi montée bizarre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des moments de montage où il y a des trucs d'axe de caméra en fait qui sont pas justes. Il y a des dialogues qui sont un peu confus du coup à cause de choix en fait d'axe de caméra qui sont pas justes. Du coup il y a même Rafik Djoumi qui souligne dans le podcast Capture Mag que il y a des règles de 180 qui sont brisées, et enfin oui, effectivement il y a ça, ce qui la fait pas en fait pour un mec pareil qui comment dire, qui est hyper gros. Il y a aussi les acteurs qui sont c'est chaud quand même. C'est à l'exception de comment il s'appelle, de Franck attendez, je vais retrouver son blaze, de Frank Silvera qui joue un des rôles principaux, qui est peut-être le mec un peu brut de décoffrage quoi, du truc, qui est un acteur qu'on retrouvera juste après dans Killer's Kiss, dans Le baiser du tueur, il joue le méchant. Mais lui ça va, et tous les autres c'est c'est compliqué quand même, hein. C'est vraiment compliqué. Il y a en fait, le pire, c'est que non seulement donc le jeu des acteurs, c'est compliqué, mais en plus, il y a des moments où les séquences reposent quand même énormément sur le jeu des acteurs. Et parce que ça va être des gros plans quand même relativement longs, même si le film est très découpé, il fait pas de longs plans séquences et tout, mais il y a des plans quand même relativement longs sur des acteurs, qui sont parfois vraiment pas ouf, et qui joue en plus des choses importantes. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où le mec, il est rendu fou, il devient fou à cause des horreurs de la guerre, notamment des assassinats, voilà, du fait qu'il ait dû tuer, c'est le plus jeune visiblement de
du bataillon, quoi. Et ils ont dû buter 2 mecs et lui, ça l'a un peu rendu fou. Et il se retrouve tout seul à devoir garder la nana qui est attachée. Et du coup, il commence à partir en couille et à s'imaginer qu'elle est amoureuse de lui, machin, etc. Et il est pas ouf. Il est en surjeu. Et quand on voit en plus après des personnages équivalents. Alors. Dans l'interview, c'est noté qu'il ne faut pas non plus s'amuser trop à comparer ce qui se passe dans ce film-là à ce qui se passe dans le reste de la filmographie de Kubrick. Et il prend comme exemple, voilà, en théorie, je pense que pour vous, ça va faire résonner ça aussi, mais un militaire qui devient fou, ça fait immédiatement penser à Baleine dans Full Metal Jacket, je pense. Alors, c'est peut-être un peu facile, c'est ce qu'il dit dans l'interview, c'est un peu facile de voir des trucs d'après dans ce film-ci, mais en fait forcément dans ta tête tu le compares un peu, et quand tu as la performance de Vincent D'Onofrio qui devient dingue dans Full Metal Jacket, qui est impeccable, où il est vraiment au diapason, il joue trop bien, et que tu compares avec cette séquence-là où le mec il est à la limite presque dans un cartoon en fait, et bon, du coup ça marche pas bien. Il y a un autre délire en fait, où je sais pas, alors je comprends très bien ce que ça veut dire. Mais tout ça, c'est à comparer, en fait. C'est-à-dire que tu as un film où tu as un mec qui joue pas très bien, où il y a des idées de raccords, de montage qui sont assez amateurs, pas ouf. Il y a quelques trucs pas mal faits, on en reviendra après. Mais tout ça, c'est pas juste dans un petit bis d'exploitation, c'est aussi dans un film de guerre qui a la prétention d'être un film important avec des thèmes importants. Et donc, il y a cette espèce de décalage de ce truc un petit peu où tu te dis, mais en fait, le truc, il n'y a pas une maîtrise suffisante des outils de base en fait, du cinéma pour pouvoir se permettre d'avoir la prétention de tenir un propos important sur le cinéma, sur la guerre, en fait. Donc, du coup, c'est ça qui crée un décalage qui fait qu'effectivement, c'est très facile de regarder ça et de s'en moquer. Et il y a des moments où c'est un peu marrant et il y a un concept. Donc un concept un peu méta qui évidemment va prendre sens, et c'est pour vous dire aussi la lourdeur parfois de la symbolique aussi qui est amenée dans ce film aussi, qui peut-être a dérangé certaines personnes. C'est que 2 des acteurs qui jouent les rôles principaux des militaires, donc en gros un peu le chef du bataillon et son bras droit, jouent non seulement les personnages principaux de ce film, mais aussi les méchants. Les mêmes acteurs jouent aussi les ennemis qui sont affrontés. Et il y a un moment du film en fait où ils se croisent, et donc il y a un des héros du film qui croise son équivalent, mais ça donne un côté en fait, et en plus il s'en rend un peu compte parce que du coup il y a un plan sur son visage où il fait oh, mon Dieu, est-ce que je viendrais pas de me tuer moi-même. Il y a un côté en fait en plus, mais ça donne un côté jumeau diabolique en fait, qui du coup est un peu genre, t'as envie un peu de te moquer de ce truc aussi, parce que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Je pense que n'importe qui comprend très bien ce que ça veut dire symboliquement, et tu comprends la place que ça a dans un film, d'un premier long métrage d'un réalisateur qui a envie de mettre des messages et tout dans son truc. Mais en fait, à voir, et ça, c'est à mettre, en plus, à ajouter au fait que l'acteur, il est pas ouf. Et non seulement, déjà, il est pas ouf quand il joue le gentil, mais il est encore moins ouf quand il joue le méchant. Et il prend un accent un peu de merde en fait, et qui vient de nulle part. C'est pas comme il veut faire en mode ça peut être un peu toutes les guerres, c'est pas vraiment la guerre de Corée, c'est un petit peu toutes les guerres. Donc du coup il met aussi, il crée une origine fantasmée au fait aux ennemis quoi, qui ont un accent qui vient de nulle part. Et donc en fait dans les faits tu te retrouves juste avec un acteur qui joue pas de ouf, qui est obligé de faire un accent hyper chelou que juste t'as jamais entendu, donc forcément ça te fait un peu rire quoi. Ah pardon, je pensais que tu me disais Joe, je pensais que tu me disais il y avait un truc que je comprenais pas. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que j'ai pas capté dans le film. Mais tu nous dis quoi? Tu nous dis quand tu vois D'Onofrio, tu comprends que des acteurs comme Will Smith ont un Oscar et pas lui. Comment ça? Il est génial D'Onofrio. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas voilà. Donc ça a pas plu à cause de ça. Je pense que c'est très facile de s'en moquer. Il y a ce côté pas bien fini en fait qui sera complètement évacué à partir en fait même le baiser du tueur. Moi je trouve il y a des critiques à faire au baiser du tueur. Moi je trouve que c'est un bon film, mais il y a des trucs bizarres en fait dans le baiser du tueur. C'est-à-dire que tu comprends même pas vraiment pourquoi c'est un boxeur. Au-delà du fait que du coup il avait filmé un combat de boxe dans un de ses courts-métrages avant, tu dis mais c'est complètement décorrélé. C'est pas comme dans nous avons gagné ce soir c'est pas genre en mode l'intrigue de film noir elle est intégrée au match de boxe. Là c'est vraiment genre le mec est boxeur, il y a un match de boxe qui a l'air intéressant, mais il y a une autre intrigue de film noir qui se passe dans le baiser du tueur par exemple. Il y a des trucs comme ça qui sont pas complètement finis. Mais à partir de l'Ultime Razia en tout cas, il y a vraiment un côté bien terminé et bien ficelé en fait dans l'Ultime Razia. Alors, on peut aimer ou pas l'Ultime Razia et puis les films qui suivront, mais il y a un côté de genre
le mec a quand même réfléchi un petit peu aux éventuels problèmes qui pourraient se poser et à tout, il rend tout très cohérent et et tout fonctionne. Tout a l'air bien construit et bien terminé quoi, à partir de l'Ultima Razia. Là, il y a vraiment des morceaux de film en fait qui sont pas ouf. À côté de ça, il y a quand même, je trouve, au-delà, bon, déjà les qualités, donc c'est que c'est bien cadré. Il y a ce sens du cadre qui vient du fait que Kubrick est un photographe et qu'il filme bien. Il y a un joli noir et blanc. C'est correctement photographié dans le sens où c'est éclairé très très correctement, etc. Ça, c'est bien fait. Il y a des idées de mise en scène qui sont valables, je trouve, dans le film, notamment des idées de montage qui sont valables, qui en fait, en l'état, dans le film, pas terrible, c'est pas parce que en plus du coup on a vu ça plein de fois. Alors il compare ça à Eisenstein dans l'interview, mais en gros il fait du montage par attraction dans le sens où il y a le moment du meurtre en fait, et par exemple il y a donc le meurtre, c'est le meurtre originel où les héros sont amenés à tuer deux ennemis pour pouvoir péter leurs armes et manger aussi leur ragoût. Et donc c'est pendant une scène de repas en fait, les ennemis sont en train de bouffer, ils se font fumer ils se font chlasser en fait par du coup les héros qui viennent leur mettre des coups de poignard parce qu'ils ont plus d'armes sur eux quoi. Et en fait, plutôt que de montrer effectivement de façon assez graphique les meurtres, et aussi, il le note, hein, parce que je dis, je paraphrase en fait ce qui est dit dans l'interview dans le Blu-ray. Mais du coup, au lieu de montrer de façon un peu graphique et visuelle les meurtres qui sont assez sauvages, parce que c'est fait à l'arme blanche, quoi, étant donné qu'à l'époque, il y avait le Codex, mais globalement, de toute façon, c'était compliqué en termes de censure de montrer des trucs trop hardcore. Du coup, il fait une espèce de montage par attraction où il va montrer des détails et notamment, il va se concentrer sur la bouffe. On en voit des exemples dans la bande-annonce, mais du coup, il va faire plein de gros plans qui sont, encore une fois, très bien photographiés sur le ragoût, ils écrasent des pommes de terre, il y a le jus du ragoût qui coule, etc., machin, etc. Et donc, ils sont ramenés à la matière par rapport à ce délire-là, quoi. Grâce à ces plans-ci. Donc, il y a cette idée de montage-là. Pareil, je vais pas spoiler ce qui se passe. À un moment, il y a une autre scène de meurtre qui est importante, qui est centrale un petit peu au moment du film. Il y a la folie d'un personnage en fait qui transparaît dans la façon dont est monté le film par le biais donc on commence en fait la caméra commence à prendre le point de vue en fait du personnage qui devient ouf, et donc le montage commence à être hyper cut, hyper découpé par rapport à ça. Donc il y a ces tentatives là qui sont quand même assez intéressantes et qui sont plutôt pas trop mal branlées, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais il y a quand même des trucs quand même à sauver. Et moi, comme je l'ai vu en me disant ça va être vraiment un très mauvais moment, je me suis pas fait chier parce que le film il fait 62 minutes, donc 1h02. Donc c'est impossible de s'ennuyer en 1h02. C'est d'ailleurs curieux parce qu'un film avec autant de thématiques importantes, machin, un film de guerre, etc., qui est aussi court, c'est surprenant. La légende dit qu'il y a une version plus longue, mais en tout cas ce film dure 1h02. Donc t'as pas le temps de te faire chier, ça passe vite. Il y a quand même un récit qui va d'un point A à un point B. Il y a des idées de montage, des idées de mise en scène intéressantes. C'est un peu gros, mais si on considère ça comme un premier film fauché, fait à l'arrache, si c'est son Within the Woods, c'est un Within the Woods relativement correct, je trouve, qui a quand même, ne serait-ce que un intérêt historique déjà, et un intérêt aussi purement plastique et graphique. Vous voyez, il y a des découpes, il fait des jolies silhouettes, il fait des jolis trucs. C'est à peu près, c'est relativement intéressant. Voilà. Coucou Bruce, merci à toi pour le raid et bienvenue à vous qui nous venez de chez Bruce. Je vous fais des gros bisous, même si tu me fais un raid à un moment où je vais pas tarder, je pense, à arrêter ce stream, mais non, pas encore. On va continuer à un petit peu, une petite vingtaine de minutes, je pense. On va continuer et puis après on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est l'inverse de Q. Je m'attendais à une grosse merde, je m'attendais vraiment à passer un sale moment. J'ai pas passé un sale moment devant ce film-là. C'est évidemment le pire Kubrick, c'est évidemment pas un très bon film, c'est évidemment un film qui a des tonnes et des tonnes de problèmes, mais c'est aussi un film qui a quand même sa place dans l'histoire du cinéma, ne serait-ce que comme une curiosité un peu chelou sur laquelle il a pu se faire la main. Le truc en fait qui peut le plus peut-être décevoir quand on regarde ce film, c'est de se dire il n'y a pas tant du Kubrick d'après que ça dedans. Et c'est un peu dommage, autant quand on voit Le baiser du tueur, on commence à voir des trucs qui vont être hérités, qui vont être repris, même dans le traitement de l'image, l'utilisation d'images négatives, etc. C'est un truc qu'il y a dans Le baiser du tueur qui va être repris dans 2001, etc. Là, il y a moins ça,
Mais il y a quelques trucs quand même, quoi. Et puis, il y a quand même un certain soin qui est apporté au cadre. Il y a une envie de diriger les acteurs dans quelque chose. Il y a cette froideur aussi dans la façon dont les relations humaines sont construites. Il y a cette notion de fond sur la guerre, la folie que ça engendre. Il y a des choses, il y a des intentions, il y a des choses à faire. Il y a un côté, il y a une qualité un peu onirique aussi au récit qui est proposé. Ça, c'est aussi le fait d'en avoir fait un truc décontextualisé, c'est-à-dire de faire se passer ça dans une fausse guerre qui n'existe pas, contre un faux pays qui n'existe pas. Plus ces plans un petit peu brumeux, etc. Puis cette histoire un petit peu hallucinée aussi, la folie qui arrive chez certains personnages. Il y a une fatalité dans le récit aussi qui donne un côté, une petite qualité un petit peu onirique, un petit peu fantôme à tout ce délire-là. Bon, j'en retire ce que je peux parce que c'est pas un chef-d'œuvre, donc évidemment, mais je considère que c'est quand même un truc que je pense, si vous êtes un peu cinéphile, c'est une curiosité intéressante. Ceci étant dit, si il vous manque un autre film à voir dans la filmographie de Stanley Kubrick, hors court-métrage, regardez-les en priorité. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu 2001 Odyssée de l'espace, regardez évidemment 2001 Odyssée de l'espace avant de vous intéresser à Fear and Desire. Mais pourquoi pas, s'il vous manque des Kubrick à voir, ça peut être intéressant pour vous de compléter votre collection ou simplement de vous faire une intégrale de ce réalisateur, parce qu'encore une fois, c'est un des réalisateurs dont je recommande l'intégrale, parce qu'il est décédé depuis des années maintenant, qu'on sait qu'il n'y aura pas d'autres films du coup de Stanley Kubrick, que sa filmographie est pas très longue. Je ne sais pas combien il y a de films exactement, mais il n'y en a pas tant que ça, qui se regardent par conséquent assez rapidement. Si vous voulez voir des films des œuvres un petit peu, des spin-offs, vous pouvez regarder Intelligence artificielle de Spielberg, 2-3 autres trucs comme ça, mais vous pouvez avoir fait le tour de Kubrick en fait assez rapidement. Et ce qui est intéressant avec ce cinéaste-là, c'est qu'en faisant le tour de son cinéma, vous aurez fait aussi le tour de l'histoire du cinéma. Enfin, vous aurez fait comme il a officié, il commence en 53 et il termine à la fin des années 90, donc du coup il aura un truc où il aura vraiment il y aura 40 ans de cinéma de Stanley Kubrick à regarder, et il traverse l'histoire du cinéma, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il fait dans les années 60, qu'est-ce qu'il fait dans les années 80. C'est très intéressant. Donc c'est aussi une façon pour moi de vous conseiller de regarder Fear and Desire, mais de vous conseiller d'en faire le dernier film de la filmographie de Stanley Kubrick à regarder. Il a fait 13 films, tu dis, Bicor? Pas de chance. Voilà, mais donc ça se fait vite, 13 films c'est cool, ça se regarde rapidement quoi. Voilà, je vais vous lire un petit peu, peut-être je vais juste voir si les gens il n'y a pas eu un ou deux subs lors de ma conversation, de mon monologue. Ensuite on peut peut-être regarder un petit peu ce que nous propose YouTube, je vais peut-être vous lire un petit peu vite fait vos commentaires. Alors le dernier, oui, la seule qui a sub entre temps c'est Serpolet, je te fais des gros bisous Serpolet pour ton 2e mois d'abonnement, tu déchires de ouf. Je vais vous lire très rapidement, je repasse un petit peu sur vos commentaires et ensuite on passera on regarde quelques bandes annonces un petit peu. Si YouTube nous le permet et nous conseille des trucs un peu intéressants, on se les mate. S'il n'y a rien de cool, on se quitte là et on se retrouve du coup au moins mardi prochain, peut-être avant, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est sûr mardi prochain, puisque tous les mardis et tous les jeudis, je suis avec vous à vous parler de Cinoche et d'autres saveurs. Voilà. Donc, que me dites-vous? Vous parlez de Blu-ray, cherchez à en faire un Blu-ray, c'est vraiment cool comme démarche. Ouais, moi, encore une fois, sur le débat format physique, moi, alors, si vous n'avez pas les thunes, vous n'avez pas les thunes et c'est la vie, et vous n'avez pas à vous ruiner pour quoi que ce soit d'autre que vous nourrir et avoir une vie décente, évidemment. Mais si vous avez les moyens, moi, dès que j'ai les thunes et qu'il y a des films qui m'intéressent, je préfère les acheter. Et puis, je suis parfois surpris par effectivement des bonus que je n'avais pas attendus. Par exemple, je me suis jamais, je reviens au début du stream, j'ai jamais vu les bonus qu'il y a sur le Blu-ray de Laurence d'Arabie. Et ce sera l'occasion. Voilà. Il y a des trucs, il y a visiblement Peter O'Toole, il y a des trucs qui parlent de Laurence d'Arabie. Ce fantastique chef-d'œuvre. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de ce chef-d'œuvre incroyable qui est ce film merveilleux de David Lean. Mais c'est super de mettre un Blu-ray, de vous remater un film et de vous dire tiens, qu'est-ce qu'on dit sur le film? C'est vraiment toujours super sympa. Là, il y a le Django de Carlotta par exemple, c'est hyper intéressant. Il y a Alex Cox que vous avez vu dans Mad God, puisque vous m'avez écouté, que vous êtes allé voir Mad God, et que tout est lié, mais qui parle de son rapport à Django et globalement à Corbucci, et c'est hyper intéressant aussi. Donc voilà, les Blu-ray contiennent plein de trucs hyper cool. Si vous voulez, moi je viens d'une génération aussi, j'ai pas le culte du cinéma, de la salle de cinéma, parce que moi, le gros des films que j'ai vus dans ma vie, je les ai vus chez moi. Et du coup, mais par contre, j'ai vraiment grandi avec les DVD, les bonus, les commentaires audio, tous ces trucs-là. Donc c'est voilà, il n'avait pas été perdu pendant des années. Fear and Desire, si bien sûr, il a été
filmé en 53. Il est sorti, il a été retrouvé dans les années 80, mais c'est comment dire, c'est Kubrick qui l'a fait, comment dire, qui l'a fait disparaître en fait, parce qu'il en a honte. C'est ce que je disais au début du stream. Trudolf, tu dis j'ouvre rarement Twitch et là je tombe sur ton live alors que actuellement je suis en boucle sur tes vidéos pour lutter ou m'occuper pendant mes insomnies. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Si je peux combler quelques trous dans tes insomnies, c'est cool. La photographie est très cool quand même, super rafraîchissant pour l'époque. Effectivement, je trouve qu'encore une fois que c'est bien photographié. Du coup, Fear and Desire, ce serait la bêta des Sentiers de la Gloire. En quelque sorte, à un certain degré, après, les films ont très très peu de points communs, hein, pour être tout à fait honnête. C'est juste, ce sont des films de guerre en noir et blanc faits par Kubrick. Peut-être que c'est suffisamment de points communs d'ailleurs pour dire ça, mais voilà, quand ton pire film, c'est ton premier film, c'est la classe quand même. Je suis d'accord. Et c'est ça. Et moi, c'est encore une fois le début de la carrière du Kubrick. Disons du début jusqu'à 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a une progression qui est vraiment fascinante à regarder, qui est hyper intéressante à mater, quoi. Parce que vraiment, de film en film, il fait ah ouais, je suis un ouf en fait. Et tu fais ah oui, d'accord. Je trouve que c'est complètement dingue. D'après toi, quel est le premier long métrage de tout réalisateur confondu? Si je dis Citizen Kane, c'est trop facile. Charlotten, c'est comment je vais vérifier. Ne bougez pas. Ah non, dommage. J'allais dire La Nuit du Chasseur de Charlotten, du coup, mais ça, j'aurais dit c'est son seul film, mais en fait, il a été réal sur L'Homme de la Tour Eiffel, que je n'ai jamais vu. Donc non. Bah, si je dis Citizen Kane, c'est abusé, mais en même temps, c'est vrai que c'est génial. Et alors, pour le coup, putain, ça c'est une comparaison. Je sais plus qui j'avais entendu dire que c'était une comparaison intéressante. Le premier film du coup de Orson Welles, qui est Citizen Kane, à comparer avec Fear and Desire, c'est génial parce que c'est l'exact opposé, quoi. C'est-à-dire que Orson Welles, il est vraiment en mode film de studio de ouf avec des budgets de malade, et il fait un chef-d'œuvre qui est un espèce d'indétrônable chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Et Stanley Kubrick, il commence vraiment dans la gadoue, quoi. Il est dans la boue, et c'est très intéressant à comparer. Mais voilà, bah, je dirais du coup Citizen Kane, mais j'aurais dit sinon La Nuit du Chasseur parce que je trouve ça fantastique. The Witch, non, je dirais pas quand même. The Witch, c'est moins bien que Citizen Kane, et je trouve c'est moins bien que La Nuit du Chasseur, même si c'est pas complètement. Oh, Massacre à la tronçonneuse serait pas loin, effectivement, vous me le notez, vous le mettez dans le. Badlands, c'est génial. Mais Badlands, c'est génial, mais je pense que je resterai plus sur Citizen Kane ou sur Massacre à la tronçonneuse, qui est Massacre à la tronçonneuse, qui est incroyable et qui a ce côté. Alors, un jour, je parlerai de Toby Hooper aussi. Un jour, je ferai un truc sur peut-être pas Massacre à la tronçonneuse, parce que tout le monde en parle tout le temps, et je pense qu'il y a pas besoin de moi pour converser de ce film-là. Mais d'autres films de Toby Hooper, ça peut être intéressant. Voilà. Duel, tu veux dire, c'est ça? Tu dis Spielberg Duel? C'est un téléfilm. Donc voilà, donc j'ai répondu à cette question-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que Fear and Desire est un film étudiant comme C'est arrivé près de chez vous? Non, c'est un film qu'il produit pour de vrai après, mais c'est un film quasiment amateur. Il avait déjà bossé, hein, j'ai dit, il a fait 2 courts-métrages avant quand même. Mais ce sont des courts-métrages documentaires, c'est très différent. Là, c'est son premier long-métrage de cinéma, et c'est un peu un film amateur, mais c'est pas un film étudiant complètement, quoi. Ceci étant dit, Within the Woods non plus. Quand souvent, on considère ça comme... Within the Woods non plus. Non, Evil Dead non plus. Franchement, Fear and Desire, c'est tellement Kubrick comme nom. Alors, pour l'anecdote, le film a eu plusieurs blazes avant de s'appeler Fear and Desire. Il s'appelait, je crois, c'était Path of Desire avant, ou un truc comme ça, ou je crois les chemins du... non, Path of Fear, je crois. Les chemins de la peur, ou un truc comme ça. Et avant ça, ça s'appelait The Trap. Voilà. Mais oui, le titre est effectivement lui pas mal. Je trouve qu'il est plutôt cool. J'ai l'impression que tu vas croquer dans une orange du fait de mon micro. Je suis désolé si c'est distrayant. Qu'est-ce que tu veux dire par film qui se la pète? Bah, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est un film qui brasse des thématiques assez universelles et qui a la prétention d'être complètement conscient qu'il est en train de dire quelque chose d'important sur des grandes vérités humaines et sur des thèmes universels tels que la peur, le désir, le doute, la folie et ce genre de choses, quoi. La guerre. C'est ça que j'entends, quoi.
La photo est belle, effectivement. Les duellistes, c'est un très bon premier film aussi, effectivement. J'ai répondu à ça sur Capture Mag. Effectivement aussi. Je ne sais pas si tu en as déjà cité, mais quels sont les films de guerre qu'il faut absolument voir selon toi? J'essaye de rattraper ma culture ciné-film de guerre, me demande Nidana. Les classiques, hein, si tu veux. Si tu n'as pas vu les classiques, il faut les voir. Donc Apocalypse Now, La Ligne Rouge. En vrai, il faut voir Les Sentiers de la Gloire et Full Metal Jacket. Je trouve que ce sont des chefs-d'œuvre. Requiem pour un massacre. Il faut le voir aussi. Il faut voir. Alors, il y en a d'autres, mais après, ça, c'est les grands classiques. Déjà, si tu as vu ça, c'est cool. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je réfléchis à des films de guerre qui m'auraient vraiment marqué. Moi, Platoon, il y a des trucs que je trouve sympas quand même. C'est pas une tuerie de ouf, mais Outrage, c'est très dur à regarder, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc, c'est De Palma, du coup. Pearl Harbor, non. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est regardable aussi. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien Jared aussi, effectivement. J'aime bien Jared, je trouve ça carrément cool. MASH, c'est un peu particulier, MASH quand même. Mais oui, ça peut être, c'est aussi valable. Requiem pour un massacre, c'est un chef-d'œuvre, effectivement. Jared Leto. Ça, c'est la vraie guerre. Voilà. La chute du Faucon Noir, c'est pas complètement. Ça rentre pas dans les chefs-d'œuvre. Mais j'aime bien aussi. Tonnerre sous les tropiques. Oui, on peut, oui. D'une certaine manière, oui, mais bon. Alors, vignettage, c'est un assombrissement de la périphérie coin sombre de la photographie. Tu définis vignettage. Alors que là, il y a un effet absolument hallucinant qui se passe devant moi, qui est magnifique, qui est un arbre qui passe devant, non pas le soleil, mais un reflet. Alors, je suis actuellement éclairé par un reflet. Pas d'accord qui dit... C'est ce que je reproche à la filmographie de Kubrick, c'est que ça se la pète, et une façon de montrer ces personnages sans vraiment leur donner une personnalité. Enfin, j'ai du mal à avoir de l'empathie pour le moindre de ces personnages. Bah, c'est le gros reproche qui lui a toujours été fait, hein. C'est de faire un cinéma froid. Ce qui est pas un peu inhumain, quoi. Ce qui est pas complètement vrai non plus, mais un peu quand même. Mais c'est pas grave parce que ça rentre dans ces thématiques, en fait. C'est ça le truc que j'ai à dire dessus, mais on pourra en discuter si tu veux un peu plus longuement. On est d'accord qu'il y a Andy Garcia, pas du tout. Y a-t-il des plans séquences? Pas vraiment, c'est au contraire un film qui est plutôt très découpé. Ça casse pas les Kubrick comme film, très bonne vanne. Merci à toi, Simon Proudhon, pour le fantastique. Quand vas-tu jouer à un jeu vidéo, Karim? C'était le cas lors de mon dernier stream, et de temps en temps, ponctuellement, je joue à des jeux vidéo. Voilà. Vous me dites que vous m'aimez, mais je vous aime aussi. Premier film de Kubrick, ok. Ce sont ces balbutiements, effectivement. Il y a près de 30 ans entre Full Metal Jacket et Fear and Desire, effectivement. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de les comparer. Évidemment que c'est moins bien. On voit que le film est fait de Kubrick et de Brock, donc vous avez des super vannes. Vous êtes chaud de ouf. Ok, vous dites que Donofrio, c'est cool. Pas du talent, vous parlez des Oscars. J'ai jamais suivi les Oscars. Je ne sais absolument pas si c'est cool ou pas les Oscars. Je sais que ça dit rien sur... Je continue à descendre. Serpollet, j'ai vu ton sub, je t'ai déjà remercié. Hop. Alors, Kanasan qui dit sympa tes streams recommandations de films, mais je te trouve un peu élitiste dans ta sélection. Tu nous présentes que des films genre hyper typés ou que des films de Kubrick, Scorsese. À quand un stream recommandation sur des chefs-d'œuvre du grand public, du genre American Pie, qui est un film que j'aime pas du tout, Kangaroo Jack ou encore Piranha 3D? Alors, moi j'aime bien Piranha 3D. Non, tu trouves élitiste? Non. Je vais parler de Q quand même. Je te rappelle que ce stream, là, sur lequel tu es en train de t'exprimer, commence par Épouvante sur New York, tu vois, où il y a littéralement un flic déguisé en mime et un dragon. Tu vois. Non, je pense pas. Et je suis vraiment pas... Je comprends que c'est une blague, hein, évidemment. Vous me le répétez dans le chat, mais je sais que c'est de l'humour. Mais je pense pas. Et je pense en fait que c'est l'inverse. Je considère pas... En fait, il y a des trucs de chapelle, moi, que j'ai jamais compris dans le cinéma. Tu peux aimer tous les types de films en même temps. Et en fait, c'est normal d'apprécier... Enfin, c'est normal. Il n'y a rien de bizarre au fait de kiffer Django, de Laurence d'Arabie, Terreur sur la ligne. Encore que je trouve ça un peu mou, encore une fois. Q, The Winged Serpent, Fear and Desire et je sais pas, de Fausse blonde infiltrée, quoi. On s'en fout, c'est pas grave, c'est du cinéma, quoi. De chapelle qui n'existe pas vraiment, qui existe c'est des délires de journalistes, en fait, de dire ouais, il y a plus ce type de cinéma-là, ce type de cinéma-là. Moi, ce que j'aime bien dans le cinéma, vous savez quoi, c'est qu'il y a du mouvement. C'est à peu près ma seule limite. C'est dès lors qu'il y a plus de mouvement, c'est un film que j'aime moins. Voilà. Et encore.
Et encore, non, j'allais dire une connerie. Enfin, il n'y a plus de mouvement dans la jetée. Il y a du mouvement parce que il y a plusieurs images qui se suivent les unes après les autres. Donc ça constitue presque un mouvement. Donc ça compte. Et c'est aussi un truc que j'aime bien. Voilà, moi je suis vraiment sincèrement fasciné par l'idée du mouvement. Je regarde parfois des films qui datent genre de la fin du 19e siècle, quoi. C'est cool. c'est vraiment cool. T'as des vues de New York, tu vois, de 1982. 1882, par contre. T'es content parce que ça bouge. C'est à peu près tout. Et là, après, si t'es dans ce délire-là, de te dire, tiens, c'est déjà intéressant de voir des trucs bouger. Il y a très peu de films que tu trouves pas intéressants de base. Enfin, il y a des films que tu trouves mauvais parce que tu les trouves mal exécutés, mais tout est intéressant. Moi, je suis ouvert à peu près toutes les propositions de films. Après, il y en a que j'aime moins que d'autres. Mais ça, faut que je vois le truc. Voilà. C'est un de ses premiers, celui-là, c'était son premier. Oui, Duel, c'était effectivement super. Content de t'avoir vu, toujours un plaisir de t'écouter. Je parle au nom de beaucoup de gens en te disant qu'on aimerait beaucoup te voir plus souvent. C'est très gentil. Mais je reviens quand même assez souvent en stream. Je suis au moins là 2 fois par semaine, me dit Schratz. Donc gros bisous. Voilà la bande-annonce de Legend of Vox Machina saison 1 en VO. On peut regarder, on va voir ce que nous propose YouTube. Ton film préféré de Kubrick. Mon film préféré de Kubrick. C'est ce que je disais la dernière fois, j'aurais beaucoup de mal. J'adore Barry Lyndon 2001. J'adore Full Metal Jacket. Je trouve que c'est fantastique. En vrai, Les Sentiers de la Gloire aussi, je trouve ça merveilleux. J'aurais trop du mal à choisir un film. Je les aime vraiment. C'est rare. Il y a peu de cinéastes où il y a rien qui. C'est tout. Je trouve tout. Pas tout. Non, je trouve pas tout fantastique. Mais il y a trop de films pour que je puisse en sortir un et dire c'est celui-ci mon préféré. Je dirais quand même que 2001 est peut-être le plus important, mais j'adore Barry Lyndon. Tu penses quoi de Eraserhead, Karim? Super film, un très bon premier film aussi. Même si je trouve que là pour le coup, peut-être mon Lynch préféré, ce serait soit Blue Velvet, soit Blue Velvet. Je mettrais Blue Velvet. Je pensais, peut-être j'en oublie un, mais je mettrais Blue Velvet dans mon David Lynch préféré. Mad God, c'est complètement fou, j'ai adoré. C'est cool. Hein. Et il y a quelqu'un qui dit oh non, pas Mad. En plus, tu dis Mad Dog. Il y a le trailer d'Oppenheimer qui est sorti, peut-être qu'on regardera ça. Bonjour à tous, me dit Aramos Ledoux. Je suis super content que tu parles de La Vengeance du Serpent à Plumes. J'ai mon père qui a joué là-dedans. C'est pas vrai, truc de ouf. Mais en fait, je parlais pas vraiment de La Vengeance du Serpent à Plumes. C'était un titre qui me permettait de rebondir sur un autre film qui s'appelle Épouvante sur New York. Mais j'aime beaucoup la Vengeance du Serpent à Plumes avec Coluche. Et c'est trop cool en fait que ton daron joue là-dedans. Donc tu le salueras de ma part. C'est hyper cool. Est-ce que ce n'est pas plus simple finalement de recommander des filmographies que des incontournables? Ouais, mais alors, je peux pas recommander des filmographies, c'est compliqué parce que tu as des gens qui ont vraiment des filmographies très longues. Alors, en ce moment, je parle beaucoup de Richard Fleischer par exemple, genre tu peux pas recommander, c'est long. Tu as des trucs, c'est compliqué quoi. Et finir avec Eyes Wide Shut, c'est fou. Excellent dernier film aussi. Hein. Voilà, La Nuit du Chasseur, mais effectivement, je me renseigne et en fait, c'est pas son tout premier film à Charlottetown, c'est son dernier par contre. J'aime bien Whiplash, c'est vrai que c'est cool Whiplash comme premier film. Ah, Little Odessa, c'est super. C'est peut-être, tu vois, quand j'y repense, mon James Gray préféré. Et pourtant, il y a plein de films de James Gray que j'aime beaucoup, mais Little Odessa, c'est vrai que c'est excellent. Les polars indépendants, vraiment, claque de ouf. Alien, c'est le premier de Ridley Scott. Non, pas du tout. Sexe, mensonge et vidéo. Soderbergh, c'est son premier, oui. Oui, c'est excellent aussi. Bad Taste, ça compte en premier film? Bonne question. Putain, je suis ouf, mais Evil Dead aussi. Evil Dead, c'est un chef-d'œuvre pour un premier film. Le truc, c'est qu'en fait, le problème avec Evil Dead, c'est que le 2 le surpasse surtout. Le 2, c'est vraiment ouf. Mais en même temps, c'est pas la même proposition. Et du coup, le 1, je trouve que c'est un putain de premier film de malade, Evil Dead 1. C'est excellent. Excellent. Voilà. Badlands 6, ça marche. Clerks, c'est de loin son meilleur film. Mais après, je dirais pas que c'est le meilleur premier film, quoi. Reservoir Dogs, c'est assez ouf aussi. C'est vrai que quand on y pense, c'est assez malade. Memento est assez intéressant. Ensuite, je suis plus Redux, mais ouais, elle est ouf. Ah, tu préfères la version Redux de Apocalypse Now? C'est rare. Enfin, c'est rare, non. Je sais pas si c'est rare, mais je sais que j'ai entendu pas mal de gens quand même dire que la Redux était moins bien. Moi, j'aime moins la Redux aussi. Premier long, Pi de Darren Aronofsky est pas mal non plus. Franchement, Pi, moi je trouve c'est pas mal, mais j'aime pas du tout Darren Aronofsky. Et en fait, pour moi, son meilleur c'est Pi. Et après, sa filmographie, je l'aime pas.
j'ai un point de vue comment dire. Alors j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient d'accord avec moi sur le fait que Darren Aronofsky c'est pas ouf, que Darren Aronofsky pardon c'est pas ouf. Peut-être j'en parlerai un jour à l'occasion de comment ça s'appelle, j'oublie toujours le blast de Soldier Dogs, non je sais plus. Ah merde, non je confonds avec Dog Soldiers, c'est son jeu vidéo en FMV complètement ouf là. Est-ce que j'ai regardé l'abondance de Oppenheimer? Pas encore. Donc je réponds à la question par ailleurs de Sveton qui me demandait Redux ou Final Cut. Non, j'aime moins la Redux. Je trouve que ça ajoute pas grand chose en fait, les ajouts de la Redux. Voilà. Shape of Fear, merci beaucoup Bicor. Du coup, tu rappelles que du coup, Fear and Desire devait s'appeler Shape of Fear avant. Au départ, The Trap, puis Shape of Fear, puis Fear and Desire. Voilà, c'est ça. Pour les Redux, je l'ai maté qu'une fois. Bah oui, non, mais ouais. Allez, croque le micro, Karim. Non, merci. Voilà, donc ensuite, vous citez des super films. À l'Ouest, rien de nouveau de 1930. Oui, c'est super. J'ai pas vu, du coup, le remake récent. Pearl Harbor. C'est pas ouf, quand même, Pearl Harbor, quoi. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Michael Bay. Hein, mais Pearl Harbor, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très, très difficile. Hot Shot 2. Allez, pourquoi pas. Das Boot, ouais, de Peterson, effectivement, c'est vraiment cool. Le jour le plus long, pourquoi pas. La ligne rouge, c'est super. Je l'ai cité aussi comme film de guerre de ouf. Tu ne tueras point, bien sûr que je l'ai vu et j'aime beaucoup ce film. Je fais partie des gens qui apprécient énormément le cinéma de Mel Gibson. Je trouve que c'est très intéressant tout ce qu'il fait, effectivement. Et en plus, j'adore Andrew Garfield. Donc, Tu ne tueras point, j'ai adoré. Je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que je pense de Dark Knight Rises? Je trouve que c'est pas terrible. Il y a des trucs intéressants et des trucs pas top. C'est moins bien que les deux autres, clairement. 1917, oui, c'est pas non plus le truc que je préfère, mais je respecte la démarche quand même, c'est assez intéressant. Starship Troopers, je le comptais pas parce que je pensais dans ma tête c'était film de guerre sur des conflits un peu ou réalistes, quoi. Mais sinon, Starship Troopers est absolument fantastique et au top du top de ce qui peut se faire en termes de film de guerre, effectivement, parce que c'est un des seuls qui fait un film de guerre qui est un film anti-guerre, mais dans lequel, parce que film de guerre, ça veut quasiment toujours, ça veut toujours dire film anti-guerre. Et Starship Troopers, c'est un des seuls films de guerre donc, qui est un film anti-guerre, comme le sont tous les films de guerre, mais qui par contre, fait des scènes de guerre vraiment hyper fun. Voilà. Et ça, c'est super cool. Ça, c'est quand même super cool. Small Soldiers, ce n'est pas un film de guerre. Je ne peux pas considérer ça comme film de guerre, mais c'est un film que j'adore. J'en reparlerai volontiers. En plus, il y a une adaptation en jeu vidéo sur PlayStation. J'adore Small Soldiers. C'est le dernier grand Joe Dante, je trouve. Les Fils de l'Homme, d'une certaine manière, oui, tu peux le tourner comme ça, oui, mais ouais, c'est pas complètement. Johnny s'en va en guerre est pas complètement un film de guerre. Pour le coup, c'est vraiment juste un film anti-militariste. Mais ok, ça peut rentrer, c'est super. Armageddon, ça n'a rien à voir. The Deer Hunter est fantastique aussi, bien sûr. Voyage au bout de la nuit, c'est fantastique. Des mineurs, c'est assez cool. Moi, j'aime bien Des mineurs aussi. La 7e compagnie est un chef-d'œuvre, bien sûr. Karim, alors USS Greyhound, La bataille de l'Atlantique, meilleur film de guerre, je te jure, je l'ai pas vu, le Moussaillon. Donc recommandation du Moussaillon. Greyhound, La bataille de l'Atlantique, dit-il. D'une certaine manière, oui, Laurence d'Arabie peut être considéré comme un film de guerre. Oui, aussi, c'est pas que ça, du coup, mais c'est fantastique. Rambo, c'est superbe, c'est pas vraiment un film de guerre. Ou là, tu parles de Rambo 2, mais c'est moins cool. Mais c'est quand même sympa, mais c'est moins cool. Bon, il y en a plein après, hein, des films de guerre. Indigène, je l'ai pas revu depuis sa sortie, j'avais trouvé ça pas mal. Attendez, je descends. Merci beaucoup à toi. Le smoking de travers, j'espère que tu t'habilles mieux depuis. C'était une vanne, Karim, on me rappelle par rapport au dernier truc. Donc là, je défile vos messages avec un gros décalage. Hein. C'est pour ça que je parle de ce dont vous parliez tout à l'heure. Là, je vais regarder juste les trucs où vous m'avez tagué ou alors vous avez mis votre message en avant. Alors, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, donc nous dit Gérald. Encore une news ciné comme tu les aimes, il y a Robert Rodriguez qui va terminer le tournage du reboot de Spy Kids. J'avais pas envie de savoir ça spécialement, mais donc voilà, on se rapproche du Police Academy. Hop. Karim, est-ce qu'un jour une radio libre pourrait échanger sur les films? Bon, c'est un peu ce qu'on fait. Hein. C'est un peu ce qu'on fait. Pas d'accord, qui me dit mon slasher préféré post-Scream hors Scream. Alors déjà, c'est pas fameux. Attends, il me faut une liste. Sinon, je vais taper list of slasher films. Parce que sinon, je vais forcément en oublier.
Parce que non, c'est trop compliqué. Il y en a eu énormément quand même. Et puis là, dans ma tête, j'ai eu des flashs de tellement de merde en fait que je me dis qu'est-ce que j'ai retenu post-Scream. C'est terrible ce que tu demandes parce que c'est un peu le film qui tue le genre en fait. C'est-à-dire que Scream, c'est le moment où on poignarde le slasher et il est pas censé se relever quoi. Il s'est relevé. Après pour moi, c'est un cadavre qui agonise hein, le reste du slasher de ce qui s'est passé, tout ce qui a suivi en fait, les Urban Legends. Vous savez quoi, je vais zapper vos messages, je suis désolé de faire ça, mais on va lancer sur cette conversation-là qui peut être intéressante. Il faut que j'en trouve un. La fin de Sunshine de Danny Boyle. Non, c'est chaud. Il y a Terrifier, mais Terrifier, je trouve que c'est pas terrible. Il y a des trucs que je trouve sympas dans Terrifier. Il y a ce côté hyper provoque et complètement décomplexé, mais moi, ce genre de truc, en fait, Terrifier, je trouve que c'est quand même, en termes de fabrication, alors, j'allais dire c'est pas grave parce que c'est des petits films fauchés et tout, mais du coup ça fait vraiment pas, j'allais dire pas propre. Ça participe aussi au truc. Mais moi j'ai quand même le faisage, c'est vraiment laid quoi parfois. Et puis le côté vraiment hyper dégueu de la mort et tout, tu vois, genre ça passe après tout le torture porn, ça m'intéresse vraiment pas tant que ça, Terrifier. Je comprends le côté même du truc de une nouvelle icône un peu, parce que c'est vrai que par contre l'acteur est super flippant et le look du truc est vraiment dégueulasse quoi. Mais c'est pas un film que je trouve si fantastique que ça, moi, Terrifier. À la limite, j'ai préféré X et Pearl, tu vois, de les Ty West, même si je trouve pas non plus que ce soit des chefs-d'œuvre, je trouve qu'on les a un peu survendus. Mais j'ai préféré ça, j'ai préféré même, bon, c'est pas un slasher, mais Barbarian, j'ai trouvé ça plus intéressant finalement. Terrifier, c'est quand même vraiment, je trouve, c'est vraiment Z quoi, dans le délire du truc parfois. Qu'est-ce que je pourrais. Est-ce que vous avez des idées, vous Là, je regarde des listes, je vois rien de bien. Donc, je sais pas quoi sauver hors Scream. It Follows. Ah ouais, si vous en. Ah oui, on pourrait intégrer les. Non, si. Alors, Destination Finale. Voilà. De quand date le premier Destination Finale d'ailleurs? Je crois que c'est post-Scream. Sinon, je dirais Destination Finale 2. C'est 2000, ouais, c'est largement après Scream. Destination Finale. Super concept de... Toi, tu vas te faire ban, toi. Tu vas te faire ban de ouf, mon gars. Hop, hop. Hop. Voilà. Mais du coup, ouais, Destination Finale est en quelque sorte un slasher. Et je trouve ça super. J'aime beaucoup Destination Finale. Je trouve ça vraiment cool. Le premier ban de la chaîne. Non, je crois qu'il y en a un autre. Tu voulais le ban, Dream9. Je suis désolé, je t'ai un peu cramé le plaisir. Il y en aura d'autres, j'imagine, un jour. Mais alors, du coup, ouais, c'est une variation sur le thème du slasher. Je considère que ça compte, Destination Finale. Et je trouve ça super. Je trouve ça super. Il y a quelques défauts que j'amènerais quand même, notamment au premier Destination Finale. Je suis à 2 doigts de venir te prendre l'intégrale de Destination Finale. Du coup, oui, Panda, tu peux passer à la maison quand tu veux. Je te prête les Blu-ray avec grand plaisir. Ce sont des films que j'aime beaucoup. Le 2 a une scène d'introduction qui est complètement barrée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette licence, qui est la 2e grande licence de films d'horreur de... comment ça s'appelle ? De Bob Shaye et du coup Putain, j'ai Dimension en tête, mais c'est... comment ça s'appelle la boîte de Freddy. La boîte de Freddy, vous l'avez en tête. Bon bref, c'est une saga de films d'horreur. En tout cas, il y a 5 ou 6 opus, je crois. C'est New Line, merci beaucoup. C'est un film qui a comme concept en fait de prendre le concept du slasher, sauf que le tueur c'est la mort. Donc le concept est absolument super et c'est un délire en mode presque un peu attrape-souris. Dans le sens où c'est systématiquement le hasard du coup qui s'occupe de tuer les personnages du film, qui vont, comme dans un slasher, mourir les uns après les autres, parce qu'en fait le délire c'est qu'il y a une espèce de malédiction autour des personnages de Destination Finale, et en fait ce sont que des personnages qui au départ échappent à la mort parce que un d'entre eux a eu une vision qui a prédit en fait, qui prévoyait un accident d'avion, un accident de train, un accident d'autoroute, de machin, de trucs comme ça. Et donc du coup, il y a les personnages principaux des films systématiquement vont échapper à la mort, sauf que la mort va du coup les rattraper un à un et donc les tuer au gré d'accidents presque domestiques en fait, les uns après les autres. Et c'est en fait, alors ça va vous paraître peut-être bizarre parce que ça a du sens parce que c'est New Line, c'est la 2e grande franchise
franchise New Line d'horreur après Freddy, mais je trouve que c'est un précurseur hyper intéressant à la saga des Freddy, puisque comme dans Freddy, il y a cette notion, et notamment à partir de Freddy 3, même si ça existe un peu avant, etc., il y a cette notion super cool ce super cool, un peu malsaine, hein, mais les personnages vont crever par comment dire, de façon ironique. En fait, alors c'est quelque chose d'un peu sarcastique et d'un peu méchant, c'est du cinéma un peu méchant. Mais je trouve que du coup, en fait, ça rend le truc très ludique. C'est-à-dire que typiquement, vous avez la fille qui est un peu obsédée par son apparence, qui va griller parce que la machine UV sous laquelle elle est pour faire son bronzage va se bloquer. Des trucs comme ça, quoi. Il y a cette espèce d'ironie un petit peu qui court au travers de la saga Destination Finale, qui est super rigolote. Et il y a surtout le côté, comme dans Freddy, de l'univers en fait est hostile, qui est hyper rigolo, je trouve, parce que c'est comme dans les vieux jeux vidéo 8 et 16 bits, où tout ce qui vous entoure potentiellement est hostile et peut vous détruire et vous tuer. Donc il y a un peu ce délire-là, en fait, dans Destination Finale, mais qui rend le truc vraiment très intéressant. Et dans les meilleures séquences du film, ça donne des espèces de moments attrape-souris, où, parce que du coup, évidemment, la gestion de la tension est très intéressante et un peu métatextuelle, ce qui ramène aussi le délire des Freddy, c'est-à-dire que du coup, la caméra va s'attarder sur différents éléments en vous faisant croire que la mort va arriver comme ça, et en fait, souvent, elle arrive de l'autre côté. Ça ouvre en fait le fait que le tueur soit pas juste une entité physique, que ce soit un monstre ou un assassin avec un couteau, etc., et que ça puisse vraiment être l'environnement qui t'assassine et qui se retourne contre toi. Ça ouvre une possibilité en fait de créativité en termes de, comment dire, de suspense, que je trouve hyper rigolote. Le concept déjà est intéressant, et je trouve qu'il y a plein de séquences où c'est très très bien mené. Il y a quelques erreurs, je trouve, notamment dans le premier film Destination Finale. Pour moi, la grosse erreur de Destination Finale 1, c'est un moment de matérialiser la mort sous la forme d'une flaque d'eau qui du coup se déplace de façon pas réaliste, ce qui est, je trouve, idiot. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit des accidents, parce que c'est là que ça a du sens sur la fatalité, etc., de la mort des personnages. Mais en tout cas, c'est une de mes sagas slasher préférées. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, que les Vendredi 13, qui sont en plus des films que moi j'aime bien par sympathie nostalgique et par débilité de ce qu'est la saga. Mais Destination Finale, je trouve que ça offre un twist hyper rigolo au slasher. Du coup, ça offre quelque chose de vraiment très original. Et ça transcende un petit peu ce concept du boogeyman en faisant un environnement, ce que déjà Freddy faisait, puisque Freddy c'était le concept, parce que, étant donné que tu es dans son monde, dans le monde des rêves, du coup c'est tout ce qu'il y a autour de toi qui peut te tuer parce que tu es dans le monde de Freddy. Bah là ça pousse le délire encore plus loin, en mode tu es dans le réel mais tout peut te tuer. Voilà, tout peut te tuer, donc, et du coup comment est-ce que tu te débarrasses de ce truc là. Voilà, c'est super intéressant, les Destinations Finales, et c'est considéré comme des films un peu débiles, juste rigolos et tout. Moi je trouve même que c'est cool, c'est vraiment cool, c'est vraiment des bons films d'horreur, je trouve. Et les meilleures séquences de la série offrent des scènes hyper intéressantes. Et en termes de mise en scène, parfois il y a des trucs très cool, notamment le début de Destination Finale 2, qui en soi est pas un des meilleurs opus de la saga, je trouve, mais le tout début, la scène, c'est un accident sur l'autoroute, elle est hyper généreuse en termes de... Parce qu'en fait, quand tu as un des personnages qui rêve de la mort de lui et des gens autour, et que du coup il va empêcher l'accident, tu vois quand même l'accident qu'il est en train de se fantasmer. Et du coup, celle du début du 2, c'est sur une autoroute où il y a un carambolage, et c'est hyper fou en termes de ce qui se passe en fait, et c'est hyper généreux et c'est très intéressant. Donc voilà. Donc Destination Finale serait la saga de slasher post-crime que je trouve la plus intéressante. Voilà. Sinon, je trouve le 1 et le 2 super, mais j'ai eu un peu de mal avec les autres. Moi, ça va, je trouve qu'il y a un niveau global moyen sympa. Ils sont pas tous égaux. Faudrait que je les revoie pour te dire lequel je préfère, etc. Je sais que le 2 m'avait marqué pour sa scène d'introduction. Le 1 m'a évidemment marqué parce que c'est le début du truc, quoi. Mais je sais que c'est un peu en dents de scie, mais ça fonctionne. Guidéon, tu me tags pour me dire quoi? Tu crois pas que Elevated Horror est une façon de vendre l'horreur à une audience pas forcément intéressée? Je pense surtout aux jeunes urbains noirs américains qui penseraient que les films d'horreur c'est un truc de nerd blanc, donc Jordan Peele et autres y ajoutent un côté militant un peu pato. Non, mais c'est pas une question raciale. Enfin, pour moi, c'est juste... mais j'en ai déjà parlé de Elevated Horror, donc on va pas revenir là-dessus. Oui, évidemment que c'est un argument commercial, mais je trouve que c'est une façon de se la péter. Et c'est une façon aussi qui court dans... C'est un trope... Enfin, c'est un trope. C'est un truc très commun, en fait, dans l'histoire du cinéma d'horreur, comment dire, de diminuer, en fait, ce qu'est le cinéma d'horreur, systématiquement, en fait, en disant que ce n'est pas... Typiquement, le truc qui s'éloigne le plus du cinéma d'auteur, c'est le cinéma d'horreur, presque. Je veux dire, dans l'imagerie qu'on essaie de véhiculer un peu caricaturale de ce qu'est le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, c'est vraiment à l'opposé de ce que on attache dans les médias, etc., au cinéma d'auteur. Et il y a toujours eu cette espèce de mépris, en fait, par rapport au cinéma d'horreur, qu'un jour il faudrait diagnostiquer comme étant un truc qui court dans l'histoire du cinéma depuis le début. Hein. C'est pas du tout un truc nouveau.
Et je pense que l'Elevated Horror, c'est effectivement le terme Elevated Horror, c'est la dernière incarnation de ce snobisme, de ce mépris pour le cinéma d'horreur. J'espère, en fait, je me suis pas renseigné trop sur le terme, mais j'espère en tout cas que les réalisateurs, les metteurs en scène qui officient dans ce sous-genre qui n'existe pas et qui est une aberration même en soi, je trouve, au moins n'ont pas la prétention de dire qu'ils font partie d'un genre qui s'appelle l'Elevated Horror. Auquel cas, vraiment, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait redéfinir. Le Elevated Horror, pour moi, c'est le cinéma d'horreur. C'est-à-dire que toute la dimension symbolique en fait de toutes les analogies, le réseau d'analogies des films d'horreur, en fait, il est là depuis le début. C'est pas du tout un truc nouveau qui arrive, machin, etc. Et le fait de s'inscrire dans une espèce d'opposition par rapport à un vieux cinéma qui ne contiendrait pas de propos métaphoriques en son sein, et que c'est un truc nouveau des années 2020, je trouve que c'est complètement ouf. C'est n'importe quoi, et je ne sais même pas d'où ça vient, mais que ça vienne des journalistes, des fans ou des réalisateurs eux-mêmes, vous faites pas piéger par ça. C'est-à-dire que en fait, le cinéma, étant donné que le cinéma de genre s'inscrit dans une relation entre, en fait, l'histoire du cinéma de genre, du cinéma d'horreur, même plus spécifiquement, c'est l'histoire de la norme et de la marge. C'est ça, en fait. Je sais plus qui avait dit ça. Ça vient pas de moi, ce truc-là. Je le vole à quelqu'un, mais je sais plus qui. Mais j'ai entendu ça quelque part, et c'est très juste. C'est l'histoire de la norme et de la marge. Par conséquent, si la norme peut s'exprimer, et d'autant plus si elle peut s'exprimer de façon relativement libertaire, puisque c'est enclavé dans son genre, et donc on lui fait pas trop chier, si elle peut s'exprimer, la marge, s'exprimera toujours dans son rapport à la norme. Donc par conséquent, il y a de toute façon inhérent au cinéma d'horreur et au cinéma bis, de toute façon d'exploitation, quelque chose de commentaire social, en fait, qui a toujours été là et qui sera de toute façon toujours là. Ce qu'on appelle Elevated Horror, en fait, aujourd'hui, par le biais donc, de cinéma, Eggers, Jordan Peele, ou je sais pas, le mec de The Office, dont j'ai oublié le blaze, ou Ari Aster, ça c'est en fait ce qui définit leur cinéma, même quand c'est bien fait, c'est même pas forcément une critique, mais c'est ce qu'ils ont amené, c'est simplement l'idée de ne plus avoir à, même si c'était pas une nécessité tant que ça en fait pour les gens, mais simplement de montrer ce dont les films parlent et de parler de ce qu'ils montrent en fait. C'est-à-dire il y a une façon de se séparer c'est-à-dire que les thèmes de fond ne sont plus des choses qui sont suggérées par la mise en scène, c'est directement le thème du film en fait. C'est absolument tout, mais ça rend pas les films elevated, ça les rend pas forcément plus mauvais. Moi je trouve qu'il y a une lecture en moins en fait, et c'est moins intéressant parce que du coup ça renvoie à des vérités humaines moins universelles que les films, parce que si tu passes pour développer ton message par des sentiments tels que la peur, le rire, le machin, etc., ça aura toujours plus d'impact, et en tout cas un impact plus large, je pense, qu'un discours didactique sur un sujet précis. Mais à la limite, c'est complètement valable, je pense, comme démarche artistique de faire ce qu'ils font, ces jeunes réalisateurs-là, mais c'est en aucun cas supérieur à ce qui se faisait avant, et c'est complètement ouf, en fait, de le penser, et je pense que les gens qui pensent ça témoignent surtout d'une ignorance fondamentale de ce qu'est le genre. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Non, parce que j'ai lu un commentaire qui parlait de ça en fait. Tu devrais faire, pas d'accord, qui dit tu devrais faire une émission spéciale hérédité de Freddy, genre Wishmaster. Je l'ai vu au cinéma pendant, je crois, une fête du cinéma. J'étais content parce que du coup, c'était l'année d'après Scream. Parce que je me souviens, parce que j'avais été empêché de voir Scream au cinéma parce que j'avais pas 12 ans. Et de toute façon, le film était interdit aux moins de 16 ans, mais j'ai essayé de passer en scred, en mode je vais faire croire que j'ai 12 ans. Peut-être ils vont pas se rendre compte que c'est un film interdit aux moins de 16. Je vais peut-être passer. Je suis pas passé. Donc j'ai été voir Volcano. Ce qui est bien triste. Mais du coup, par contre, Wishmaster est sorti, c'était interdit aux moins de 12 ans, et donc j'ai pu aller le voir au cinéma. Donc je me souviens de ça. Prom Night 2, Marilou, Hello Marilou, et tous les slashers fantastiques qui suivent. Wishmaster, c'est quand même... c'est pas ouf, quoi. Une production Wes Craven, qui aussi a quand même la particularité d'avoir dans son casting non seulement Robert Englund et Tony Todd. Donc Candyman et Freddy se retrouvent dans ce film pas ouf, parce qu'ils ont voulu, Wishmaster, l'idée c'était vraiment de faire le nouveau Freddy, quoi, le nouveau Boogeyman, machin, etc. Ça n'est pas resté. Encore qu'il y a une suite. Merci à toi Squalert03 pour le Prime, tu déchires de ouf. Merci aussi à toi Chaos qui me dit yeah, kiss from Toulouse bro. Écoute, je te fais des bisous de Bretagne, je t'embrasse très très fort. Depuis Destination Finale 2, il est impossible de rouler derrière un camion l'esprit tranquille. Exactement. Moi aussi j'ai beaucoup de problèmes avec ça. À chaque fois je le dis, je me dis waouh, on dirait Destination Finale 2. J'ai vu Bo is Afraid, t'en as pensé quoi? J'en ai déjà parlé en longueur dans un stream précédent. J'ai trouvé ça au début très bien et ensuite moins. Voilà. Je fais des rototos aussi. Sofax qui dit pour Destination Finale, ce que j'adore, c'est que chaque film rajoute une règle dans le lore. Oui. Dommage que ces ajouts ne soient pas tous regroupés dans un film Destination Finale, mais la fin du dernier est bien trouvée. Je m'en souviens même plus.
Je le reverrai et je te dirai. Là. Pour citer Mea, les slashers, c'est des Scooby-Doo sans l'humour et le chien. Mais, ouais, mais ça, c'est déjà une vision un peu moderne en fait, de ce qu'est le slasher, où ça peut coupler un truc whodunit. Le whodunit est pas forcément attaché au genre du slasher. C'est un truc, maintenant, on l'attache beaucoup, je pense, grâce du fait de Scream. C'est pas le premier, du coup, qui lance ça du tout, hein, évidemment. Mais le côté Kix et le tueur, c'est un truc qui n'est pas du tout, comment dire, dans le code génétique de ce qu'est le slasher. Ça fait pas partie tant que ça des règles du slasher de devoir deviner qui des personnages principaux est le tueur. Il y a nombre de films, il y a plein d'exemples, hein, même dans les années 80, où il faut trouver le tueur et il fait partie de machin, etc. Mais je veux dire, Vendredi 13, ok, mais les slashers, les suites sont pas sont pas moins des slashers que les originaux. Et Vendredi 13, à part le premier, il n'y a pas de mystère sur qui est le tueur. Freddy, il n'y a jamais vraiment de mystère sur qui est le tueur du tout. Halloween non plus. Donc c'est pas tant que ça, hein, genre le mystère de qui est le tueur qui doit. Ça, j'ai pas comme ça. Il y en a, c'est dans certains trucs, mais pas tous, hein. Donc non, je considère pas que ce soit un truc à la Scooby-Doo. Et puis moi, c'est un genre que j'aime bien. Après, il a ses limites, hein, évidemment. Mais t'en penses quoi des films Saw? C'est pas forcément une saga dont je suis fan. Le premier, je le trouve sympathique et généreux dans ce qu'il offre comme spectacle, et un peu nouveau. Et ça a donné quand même un genre aussi. Donc en cela il est intéressant. Dès le deuxième, je trouve qu'il commence à y avoir des problèmes, et en fait je trouve que c'est une saga typiquement, mais au même titre que Scream, tu vois, c'est très vite enfermé dans sa propre mythologie en fait, et du coup a donné trop d'importance à ces personnages qui au départ en fait vivent un fait divers, quoi. C'est surtout ça, moi, c'est des films qui commencent où le premier t'as l'impression que c'est vraiment juste un fait divers assez craspec et dérangeant, et ça fonctionne, et ensuite il y a toute une mythologie qui se met en place sur Jigsaw, etc. Et Scream pareil, et c'est pas un truc. Et puis l'argument principal de Saw, effectivement, étant donné que je trouve ça moins ludique en fait que. Mais tu sais, moi j'ai jamais été fan des mondos. Les trucs qui mettent en scène de la torture et que c'est l'argument principal en fait du film, c'est pas quelque chose que je vais critiquer tant que ça, parce que je comprends ce que ça signifie dans l'histoire du cinéma, et puis je comprends aussi l'intérêt qu'on peut avoir dans ce type de production, mais c'est pas mon kiff tant que ça. Et du coup Saw, même si il est plutôt, ça va, le premier Saw il est pas hardcore non plus, c'est pas forcément mon type de film tant que ça, c'est pas un truc que je kiffe spécialement. Les délires Eli Roth et tout, c'est pas ce que je préfère, voilà. Monsieur Fripou me dit, tu sais qu'il y a une liste Elevated Horror sur Sens Critique, c'est comme ça que je me suis fait ma définition au départ, qui clairement, il y a des vieux films aussi, pour moi c'est juste un type d'horreur pas politique, comme tu semblais le dire. Oui, mais tu vois, dans ce délire d'Elevated Horror, j'entends qu'ils essaient d'intégrer des vieux films, mais ils vont t'intégrer quoi? Ils vont t'intégrer les films qui ont des bouquins qui en parlent, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont forcément te dire, ah oui, mais la nuit des morts vivants, c'était déjà de l'Elevated Horror, machin, c'était déjà de l'Elevated Horror. Mais par contre, ils mettront pas des films un peu plus bis, parce que le travail de réflexion sur ces films-là n'a pas été fait, en tout cas pas par les médias traditionnels, et donc ils vont pas rentrer ces films-là. Moi je trouve ça absurde. La quasi-totalité des films d'horreur de toute façon contiennent au moins un message. Il y a au moins un commentaire sur même des films, tu vois. Bon, Freddy, vous allez me dire, c'est facile à commenter Freddy, mais tous les Freddy en fait peuvent être commentés à l'aune de leur portée sociale, de ce que ça veut dire sur l'enfant, les parents, etc. C'est moins discuté peut-être que La Nuit des Morts Vivants, mais c'est quand même vraiment ancré dans le film. Et il y a très peu en fait de films d'horreur qui contiennent pas de toute façon, il y a très peu de films qui disent rien sur rien, tu vois. Je veux dire, sur le monde, en fait, ça existe quasiment pas. Mais les films d'horreur, peut-être plus, parce qu'effectivement, il y a toujours cette idée, en fait, de où se situe la marge par rapport à la norme. Et donc, il y a toujours un commentaire qui est fait. Donc, c'est absurde même de dire Elevated Horror, parce que Elevated Horror, c'est quoi? Dans le fond, c'est des films qui essayent de dire quelque chose sur le monde. Mais à ce tarif-là, en fait, c'est le cas de tous les films. C'est juste, il y a les films que une forme d'intelligentsia a considéré comme suffisamment anobli pour pouvoir en parler, et c'est comme ça qu'on va parler d'Elevated Horror. Mais quand bien même cette notion d'Elevated Horror, on la perçoit comme étant relativement rétroactive, moi je trouve que ça n'a pas de valeur non plus. Je déteste enfin c'est pas que je déteste ce terme, je m'en fous. Dites ce que vous voulez, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est pas un prisme intéressant pour regarder le cinéma, quoi. Si vraiment s'il y a une distinction à faire entre les films, il ne faut pas que ce soit entre les films qui disent quelque chose et les films qui disent rien. C'est absurde. Tu vois, genre, ça veut rien dire du tout, quoi. Merci à toi, Cage David, qui me dit... Non, pas merci à toi, parce que tu m'as pas dit de sub, mais comme tu m'as pas donné de sub, mais comme ton message t'est mis en avant, j'ai eu cette impression-là. Alors, je viens de voir que la page wiki qui parle de l'Elevated Horror s'appelle Art Horror, laissant entendre que les autres films d'horreur sont même pas artistiques. C'est de la folie. Eh ben, écoute, si tu veux, Art Horror, ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire. C'est John Krasinski, effectivement, dont je cherchais le nom, et je pensais à ces
C'est Sans un bruit qui sont aussi à un certain degré considérés comme de l'elevated horror puisque ça parle des relations familiales, machin, etc. Voilà. Hop, je continue à descendre. C'est marrant, cette histoire d'elevated horror rappelle l'intelligente dance music. Oui, il y avait ça, où des gens ont eu le même propos en parlant de la musique d'Aphex Twin. Mais oui, c'était comment ça s'appelait c'est un autre nom, je me souviens de ça. Et du mouvement qu'il a lancé, meilleur que le reste que le reste de l'ODM. Oui, c'était ça. Mais si c'était ça, c'était IDM en fait. Oui, il y avait ce délire-là. Qu'est-ce que ça veut dire Alri Comics, il dit avant de partir, je tenais simplement à souligner que mon cerveau malade m'a fait ressurgir une vieille info. Alors que tu vas prochainement poursuivre Reaper en FMV, j'ai remarqué que la DA du jeu me fait penser à un vieux jeu vidéo, Nomad Soul, dont la BO était signée David Bowie. Absolument, je me souviens très bien de Nomad Soul, qui est un jeu Quantic Dream et qui effectivement met en scène, qui a une bande originale signée par David Bowie et qui effectivement appartient, et c'est pour ça que tu dis ça en fait, au genre du cyberpunk. Donc forcément, c'est très cyberpunk, donc c'est normal. Wishmaster, bon conseil, mais raté. Ouais. Concept, je pense que tu voulais dire, mais ouais, raté. Wishmaster, en gros, c'est un génie donc, qui va exaucer tes vœux de façon maléfique. Voilà. Axel Poivre qui me prend un sub et ça fait super plaisir. Tu me dis youpi, ça fait 6 mois. Je te fais des gros bisous à toi. Merci infiniment. Tu déchires. Ah putain, Nemerzias, tu dis authentique, j'ai fait une crise d'angoisse en suivant un camion de billes de bois. J'ai dû m'arrêter, mais je te jure, je comprends, elle est flippante cette scène. Mais ouais, c'est cool. La scène où une personne se fait déchiqueter par un escalator, c'est tellement ridicule, par contre, bord de rire. Oui, parce que c'est le concept de destination finale, ça fait que parfois tu te retrouves face à des trucs qui sont pas effrayants. Et pour que quelque chose fasse peur, je pense qu'il faut qu'il y ait un rapport est-ce que ça fait peur un peu dans le réel, et un escalator c'est vraiment pas très effrayant, donc je comprends aussi. Lalalou, je continue. En récent, tu penses quoi de Happy Birthday? Le concept était sympa, mais je trouve qu'il n'est pas exploité à fond, et c'est le genre de film où à la fin tu te dis j'aurais aimé que ça commence maintenant le film en fait. Je trouve qu'ils n'ont pas assez joué avec ce truc-là. Martyr de Logier n'est pas un slasher. C'est pas un slasher. Mais c'est très intéressant, j'aime beaucoup Martyr de Logier. Mais oui, j'ai vu Martyr bien sûr. J'ai même discuté avec Pascal Logier au moment de la sortie de Martyr. Pareil, très intéressant. Cinéaste émérite aussi. Hop, je descends. Je suis désolé, je ne peux pas lire tous vos messages. Toujours un plaisir de te voir. Karim me dit Astralumo, sans me donner de l'argent, écoute, tout le plaisir est pour moi. Je te fais des gros bisous. Merci aussi à toi. Free Stories pour le Prime, tu déchires. Hop. Hop. Il y a des films. Alors, je pense que Black Hockey, tu réponds à quelqu'un qui demande s'il y a des films d'horreur français, étant donné la liste de films que tu es en train de citer, à savoir À l'intérieur, Frontières, Martyrs et Haute Tension, des films donc des années 2000 qui sont. Il y a eu une grande vague de cinéma d'horreur qu'on a appelé, je ne sais plus comment, mais en France, effectivement, par le biais de Pascal Logier, de Bustio Mori, de Yannick Dahan aussi, de plein de cinéastes qui se sont mis à faire des films d'horreur à ce moment-là, dans un espèce de mouvement un peu libertaire, on prend. Il y avait une dimension un peu prendre notre revanche aussi. Il y a eu un documentaire à ce sujet-là qui s'appelait, je crois, Viande d'origine contrôlée ou un truc comme ça, quelque chose de cet ordre-là, qui était assez intéressant. Tu connais le site Un jour un film? C'est un jeu qui consiste à deviner quel est le film du jour en mettant des noms de films. Et le site te dit quels sont les points communs avec celui du jour. Réal, durée, prod, acteur, et je pense que tu serais tellement fort à ça. C'est pas 10, Veton. Tu sais, nous, avec Gilles, on jouait beaucoup à un jeu qui s'appelle Tous au cinéma, qui est un jeu de société, en fait, qui repose sur des questions de culture, pas générale, mais de culture ciné. Et j'étais pas si fort que ça. Tu sais, en fait, il y a plein. Alors, déjà, moi, j'ai le problème, c'est que j'ai une mémoire hyper de merde. J'oublie plein de trucs tout le temps. Donc, il y a plein de trucs dont simplement je ne me souviens pas. Et en plus, tu sais, j'ai un corpus de films que j'ai vus, mais j'ai pas vu tous les films. C'est con cette phrase, évidemment que j'ai pas vu tous les films. Mais je veux dire, il y a plein de types de cinéma, par exemple, que je connais très peu. Il y a plein de réalisateurs que je connais très peu aussi. Donc c'est pas dit du tout. Faut pas présumer de ça. C'est juste que je parle souvent des films. Là, je lance des conversations. C'est-à-dire que là, on parlait de Kubrick. Ça, c'est un réalisateur que je connais bien, mais c'est pour ça aussi que je lance une conversation là-dessus. Donc t'as l'impression que je m'y connais bien parce que j'ai vu tous ces films à lui, mais j'ai pas vu tous les films de tous les réalisateurs. Donc tu m'aurais lancé sur quelqu'un d'autre. Tu me lances sur King Vidor, j'ai moins de trucs à dire, tu vois. Mais voilà. Voilà. Du coup, Cabin in the Wood, on peut dire que c'est un slasher ou non? C'est un slasher un peu Lovecraftien, intéressant. J'ai vu No Cat de Cabin, rien à voir, mais j'ai vu No Cat de Cabin il y a peu aussi. Qui était intéressant, mais pas ouf.
Il y a un côté... Shyamalan, en ce moment, il est parti en mode « je fais des petits films ». Et en fait, c'est pas plus mal. En parlant de films français, tu penses quoi de Doberman ? Je respecte la démarche. Je suis pas complètement fan du résultat, mais je respecte la démarche de la tentative. Voilà. Le dernier Destination Finale que j'ai vu en date, c'est Jurassic World 3. Tu sais que je l'ai pas vu. Hein. Franchement, la mort de toutes les règles. On va pas reparler parce que alors, je vais pas me relancer sur une conversation sur le cinéma américain populaire actuel parce que j'en ai déjà trop parlé, donc je parlerai pas de Marvel, c'est génial. Et je parlais même pas des Jurassic World. J'ai pas vu le 3, je m'en fous. Voilà, j'en suis là. Est-ce que tu connais la filmographie de SS Rajamouli ? Très peu. Bah, juste les Baobali et RRR. Que des films géniaux. D'ailleurs, ces 3 films sont absolument merveilleux. Un remake encore de Projet Blair Witch est prévu. Putain, mais... Parce que j'ai vu PTU et les 2 élections de Johnny To. Absolument. J'ai vu pas mal de Johnny To, mais alors tu vois, Johnny To, par exemple, c'est un réalisateur duquel j'aurais beaucoup de mal à parler de Johnny To. J'aurais beaucoup de mal à parler de Johnny To parce que je connais son cinéma qui est connu en France. C'est-à-dire le moment où, en fait, il est devenu, et tous ces films qui sont festivalables, tu vois, tous les films un petit peu PTU, tous les de Breaking News et tout, les films un petit peu arty de Johnny To, je les connais. Et en fait, étant donné que c'est un peu un Patrice Lecomte, tu vois, c'est-à-dire qu'il a toute une filmographie que je connais pas du tout, qui est en fait du cinéma beaucoup plus populaire. Et en fait, je pense que ce serait impossible pour moi de parler correctement de Johnny To juste en occultant en fait le gros de sa filmographie, qui sont plutôt des films vraiment pop, enfin populaires en mode des comédies, machin, etc. quoi. Mais par contre, j'adore ce que j'aime beaucoup PTU. Déjà, le concept est super intéressant. Ah, les gens, effectivement, dans le chat disent que... Gérald, tu t'es pris... Alors attends, pardon. Je vais lire d'abord, je vais essayer d'être organisé. Destination finale, c'était typiquement le genre de film seconde partie du dimanche soir sur TF1. Il faudrait vraiment que je trouve sur Internet la liste des films de seconde partie du dimanche soir sur TF1 des années 90, car je pense que ça a construit 90% de ma filmographie quand j'étais jeune. Oui, il y a ce côté... En fait, il y a ce côté dans Destination finale que j'aime bien, qui est ça se la pète pas. Ça essaye pas d'être un truc, machin. C'est vraiment genre, ça va être amusant avec un concept simple et ça va juste essayer de le maintenir et d'offrir des trucs ludiques. Et la mise en scène va essayer de s'amuser avec ce délire-là. Moi, j'aime bien, c'est ça, le côté très, effectivement, très purement exploitation, comme pouvaient l'être les slashers intéressants. Il y a pas de, ça pète pas plus haut que son cul, ça n'a rien d'elevated. Et ça, c'est amusant. C'est du pur divertissement, mais quand même qui est exigeant. Enfin, dans les meilleurs moments de la saga, hein, tout n'est pas égal. Encore une fois, c'est un peu en dents de scie, mais dans les meilleurs moments des destinations finales, les meilleures séquences, je trouve qu'il y a un vrai, comment dire, il y a quelque chose de vraiment. Tu sens que la personne qui est en train de découper la séquence s'amuse du cinéma vrai. Enfin, aime le cinéma et s'amuse avec l'image aussi. Il y a quelque chose de très... Et du coup, tu as envie d'aller avec cette personne-là qui te montre tout un bordel se mettre en place. Puis, enfin... Non, j'aime bien Destination Finale, vraiment, je trouve ça sympa. Gérald qui me dit: je me suis pris le Blu-ray de Cure que tu as évoqué la dernière fois. Je pense que tu vas apprécier, j'espère. C'est un super film, donc un film d'horreur pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je peux citer Winnie the Pooh, Blood and Honey, cheap, mais ça a un certain charme. Je ne vais pas voir ce film. Voilà, parce que vas-y, wesh. Tu vois, je vais pas voir ce truc-là qui a visiblement été fait un peu en mode cocaine bear du pauvre, c'est-à-dire les trucs pour faire des mèmes internet et des machins et des trucs. Je m'en fous, je n'irai pas voir Winnie the Pooh. La blague est même pas si ouf que ça, je trouve, et elle est évidente, tu vois. Tu sens la conversation bourrée j'ai lu la news que maintenant c'est libre de droit. T'imagines si 3 petits points, tu vois, donc je m'en fous. Voilà. Mais c'est peut-être sympa, hein, mais j'irai pas le voir. Voilà. Et alors, Destination Finale, c'est mon film de je me prends un pack de bière à 9 degrés et je me le fais en marathon, c'est hardcore. Voilà. Comme le slasher sur Arthur et les Minimoys. Alors, forme de curiosité morbide quand même. Je l'ai pas vu encore, mais il n'est pas exclu qu'un jour je regarde quand même Arthur et les Minimoys, parce que j'ai Arthur la malédiction, je sais plus quoi. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un vrai nanar de merde de ouf. Putain, je viens de voir l'heure, en fait. J'avais pas vu l'heure, les amis. Je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter immédiatement. Je vais juste remercier. Et tu penses quoi de ce genre très populaire des années 90, les films d'horreur monstres? Lake Placid, Anaconda. Peut-être on en parlera de tous ces films fantastiques. Anaconda me fait beaucoup rire.
J'ai pas vu Skinamarink récemment, intéressant sur la démarche, mais sans plus le résultat. Ah, j'ai pas vu. Bon, je reviendrai, on parlera si vous voulez de cinéma d'horreur. En tout cas, je reviens mardi, c'est sûr, peut-être ce week-end, mais c'est pas certain. Mais en tout cas, mardi, c'est certain que vous allez me retrouver. Je vais vous quitter, les amis. Je vous embrasse très très fort. Je sais pas s'il y a quelqu'un à Red, il faut vraiment que je me dépêche, j'avais pas vu l'heure en fait. Est-ce qu'il y a un modo dans le chat qui a l'idée d'un channel à Red qui serait sympa ou un truc comme ça? Je vous fais des gros bisous. En tout cas, c'était un plaisir de discuter cinéma avec vous. Je reviendrai. Si je reviens mardi, je vais avoir plein de films à discuter parce que j'en aurais vu plein. Il y a Atomium, avec plaisir. Avec plaisir. Vas-y, Atomium, c'est cool. C'est cool. Alors. Hop. Avec un 0. Ok. Vous allez être raid chez Atomium, que vous embrasserez de ma part en lui disant que c'est la teuf. Et je vous embrasse tous, les amis. Il faut vraiment que j'y aille. Je suis désolé, je ne peux pas vous faire des bisous trop longtemps. Ciao, ciao.